Bonjour. Alors, vous avez fait une introduction toute prête pour moi, parce que du coup, j'ai une question d'Yanis Boulek. Vous venez de parler de laïcité, vous avez un problème avec l'islamisme, mais aussi l'islam. Et du coup, j'ai une question. Non, j'ai pas un problème, c'est la France qui a un problème. Hein. Pas que la France, je pense que c'est international surtout. L'Europe. Toute la France. Non, c'est international, c'est pas qu'en France qu'il y a ce problème. Question. Pourquoi avez-vous la haine contre les femmes voilées? Alors, jamais je n'utiliserai un terme pareil, vous vous rendez compte, la haine. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est pas moi qui l'a dit, c'est un internaute. Donc, moi, je fais juste le relais des questions. Non, moi, je n'ai pas de haine. Je dis simplement que... c'est Yanis Boulek, sur Snapchat. Je dis simplement que le voile, c'est le seul élément religieux de soumission de la femme. Et donc... Alors, entendons-nous bien sur les termes. C'est le voile. C'est quel voile? C'est la... Écoutez, moi je me rappelle de Bourguiba en Tunisie. C'est l'hijab, c'est quoi? Je me rappelle de Bourguiba en Tunisie, où d'ailleurs ce pays, les femmes ont eu le droit de vote même avant la France. Oui. Et dans tous les pays musulmans, dans les années 70, quand vous regardez, Le Point avait fait un magazine extrêmement intéressant là-dessus. Dans tout le monde arabo-musulman, à Téhéran, au Caire, on était dans le centre de Paris. Et en fait, les femmes étaient habillées en Égypte et partout, comme les femmes européennes. La Tunisie n'a pas donné le droit de vote aux femmes avant la France. Hein. De mémoire, vérifier, mais je crois que oui. Hein. Moi, je crois que oui. Et donc, je peux faire une erreur, mais je crois que oui. Et Bourguiba incitait les femmes, justement, à ne pas porter le voile, même le voile traditionnel. Et pourquoi? Parce que c'était une avancée pour les femmes de pouvoir être libres de circuler comme elles veulent. Moi, je parle des Françaises, du coup. Pour les Françaises. Oui, c'est un vrai problème pour vous que des personnes puissent se voiler encore en France aujourd'hui en 2017 ou c'est... Oui, je dois dire que ça me dérange. Je trouve que quand même je un vois simple fichu sur les cheveux. Non mais arrêtez, ne parlez pas de fichu. Vous voyez très bien ce qui se développe dans les quartiers. Mais arrêtez, vous voyez très bien ce qui se développe dans les quartiers. Et dans ces quartiers, avec la pression qu'il y a, oui, j'y ai grandi, vous savez. Et moi, mon quartier, alors vous devriez faire un peu, regarder un peu avant de venir faire des interviews. Moi, j'ai grandi dans un quartier, je l'ai vu se dénaturer. Et quand je vois certains marchés, c'est plus la France, c'est Bab el-Oued. Et donc, moi, je vais vous dire, je veux une France où chacun puisse vivre en liberté. Mais quand je vois... Donc, quelqu'un qui met un voile, ça empêche la liberté de quelqu'un d'autre, du coup. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est des femmes qui choisissent de mettre un voile. Les femmes subissent la pression. Pourquoi les hommes ne portent rien? Pourquoi les hommes ne se voilent pas? Pourquoi les hommes ont le droit de montrer leur belle chevelure? Pourquoi les femmes n'auraient pas le droit? Parce qu'elles sont dans un phénomène de séduction, alors elles doivent cacher leurs cheveux. Je dis non, c'est tout. Et vous savez, quand tous les mercredis en Iran, les femmes... Je parle de la France encore une fois. Hein. Oui, moi je parle des femmes en général et partout, parce que mon combat c'est aussi pour les femmes qui vivent en Iran et qui toutes les semaines, tous les mercredis, mais là vous faites de la propagande, jamais je laisserai faire ça. Non, non, c'est pas une liberté individuelle. Mais moi ma réponse, non mais je vais continuer, non, je vais continuer. Tous les mercredis, les femmes en Iran prennent des risques pour elles-mêmes et font une opération de femmes sans voile. Et sur les réseaux sociaux, tous les mercredis, on le voit. Et moi, je soutiens ces femmes parce que je veux pour elles la liberté en France comme partout ailleurs. J'ai bien compris. Vous les soutenez comment? Par les réseaux sociaux? Je relais. Je relais toutes les semaines. En général, je retweet pour les soutenir. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages de femmes, de partout d'ailleurs, des pays du Maghreb qui nous disent « Mais soutenez-nous, aidez-nous, parce que nous, on veut pas ça. » Et pourquoi dans les années 70, elles ne portaient pas le voile et que maintenant, on est dans cette mode où il faut soumettre les femmes? Alors, une autre question. Alexandre qui nous dit « Selon vous, Xavier Bertrand a-t-il quitté les Républicains pour devenir le prochain Premier ministre de Emmanuel Macron? Il faut lui poser la question. C'est possible. Vous n'avez pas d'avis? Je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Moi, je trouve dommage qu'il soit parti, mais bon. Vous le regrettez? Moi, je trouve que Xavier avait plus à être chez nous au regard de ses convictions qu'avoir un parcours personnel, parti tout seul. Que vous comprenez pas bien? Si, je comprends qu'il a plutôt une envie de regarder plus vers 2022, mais comme il est déjà pas allé en 2017, je suis pas sûr qu'il y aille non plus en 2022. Autre question. Quelle est votre parole au sein des Républicains aujourd'hui? On a le sentiment que depuis la fin de l'ère Nicolas Sarkozy, vous n'avez plus d'aura, ni chez les Républicains, ni dans le débat public. C'est une question d'Imen aussi sur Snapchat. Imen, sur Snapchat. Ah, c'est direct, hein?
Bon, c'est surtout très sélectionné. Je dirais pas non mais pas du tout. C'est pas notre style. Non mais c'est pipeau ça. Je veux dire depuis. Vous vous sentez bien chez les Républicains. Évidemment. Ouais. Et je parle quand j'en ai envie, et sur les plateaux quand on y est invité. Mais je vais vous dire, quand je sors dans la rue et quand je vais dans des meetings, moi je suis parlementaire européen, donc j'ai un travail qui est plus sur l'international maintenant. Mais on n'a pas moins d'aura. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du grand ridicule. Ça. Alors il mène à tout faux. Alors une autre question. Alexandre, toujours, pensez-vous comme moi qu'Emmanuel Macron a tué les partis politiques, que ce soit les Républicains, le Front National ou le Parti Socialiste? Non, je pense qu'il a bénéficié d'une situation qui nous a tous affaiblis. C'est pas lui qui l'a créé cette situation. Non, parce que nous n'aurions jamais dû perdre. Il n'a aucun talent politique finalement. Non, j'ai pas dit qu'il n'avait pas de talent politique. J'ai dit que François Fillon aurait dû gagner cette élection qui était imperdable, que Emmanuel Macron, qui combat les partis traditionnels, a été le premier à en créer un nouveau, puisque ça s'appelle En Marche. Donc c'est un peu pipeau tout ça, là aussi, il faut dire la réalité des choses. Une autre question. Est-ce que les récents propos de M. Macron sur l'immigration ne sont pas aussi un piège destiné à pousser la droite dans la surenchère? C'est une question d'Honoré. Non, parce que nous avons notre analyse politique et notre vision politique sur la question migratoire. Je pense que Emmanuel Macron est dans le laxisme et dans la continuité du laxisme de François Hollande, ce qui malheureusement, et au regard de la politique d'Angela Merkel en Allemagne, a amené pour la première fois depuis la guerre l'extrême droite en Allemagne, comme elle est arrivée aussi en Autriche, comme elle nous a suscité aussi le Brexit au Royaume-Uni, et les citoyens européens en ont ras-le-bol de voir un laxisme sur la politique migratoire, parce que c'est eux qui payent financièrement. Et ils en ont marre de payer pour des gens qui vont rester, comme l'a dit Gérard Collomb, 50 000 personnes dans des hôtels, qui sont là depuis quasi 10 ans, mais qui payent? Je veux dire, à un moment, c'est pas leur argent personnel, c'est les Français. Dernière question. 52% des Français approuvent l'action de Macron. Est-ce surtout dû au fait qu'ils étaient tellement habitués à l'immobilisme de la présidence Hollande? Il faut dire que par rapport à François Hollande, c'est facile de faire mieux. C'est pas la même chose, d'après vous, oui, Hollande-Macron, parce que tout à l'heure, vous avez dit c'est Non, mais c'est le même laxisme, sauf que, si vous voulez, s'agissant d'Emmanuel Macron, l'image est beaucoup mieux. Et comme il voulait être acteur de cinéma, on peut constater qu'il a un talent de communication. Il fait du cinéma à l'Élysée. Moi, je trouve qu'il surjoue la communication présidentielle. Pour l'instant, ça lui réussit, mais quand les Français vont recevoir leur feuille d'impôt et l'augmentation de la CSG, qu'ils vont être obligés de payer, et l'augmentation de la fiscalité d'une manière générale, je crois qu'ils vont vite voir ce qu'est la réalité d'Emmanuel Macron. Wauquiez, il a vocation à être le candidat de votre parti à la présidentielle. Moi, je suis favorable à une primaire interne au sein des Républicains. Ah, faut qu'il y ait une primaire encore? Non, attendez, il ne faut pas qu'il y ait une primaire encore. Je suis favorable interne, à une primaire interne à l'intérieur des Républicains pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Pardon? Vous pourriez être candidate à la candidature? Franchement, non, franchement, j'ai pas réfléchi à ça non, franchement, non. Ah bon? Non, pas encore. Non. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je suis favorable, et c'est pour ça que je trouve dommage que certains essayent de partir vers des parcours personnels, parce qu'à l'intérieur de cette famille politique, nous avons un président, nous avons une équipe, nous avons tous à apporter une politique à mener aux Français, une autre voie à présenter aux Français, et donc c'est vers cela que nous devons travailler collectivement. Et quand ce sera le choix de décider de notre candidat à l'élection présidentielle, je souhaite à ce que nous ayons une primaire en interne, réservée aux Républicains, et que ceux qui décident de choisir le candidat de la droite adhèrent à notre famille politique. D'accord. Avec des débats télévisés ou nous verrons sur les modalités, mais certainement pas une primaire ouverte. Ça, c'est non. Ça, c'est fini. Voilà, c'était les réponses de Nadine Morano à vos questions, chers internautes. Merci Merwan Meadji de vous être fait le médiateur de ces questions. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Alors, vous avez fait une introduction toute prête pour moi, parce que du coup, j'ai une question d'Yanis Boulek. Vous venez de parler de laïcité, vous avez un problème avec l'islamisme, mais aussi l'islam. Et du coup, j'ai une question. Non, j'ai pas un problème, c'est la France qui a un problème. Pas que la France, je pense que c'est international surtout. L'Europe. Toute la France. Non, c'est international, c'est pas qu'en France qu'il y a ce problème. Question. Pourquoi avez-vous la haine contre les femmes voilées?
Alors, jamais je n'utiliserai un terme pareil. Vous vous rendez compte, la haine. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est pas moi qui l'a dit, c'est un internaute. Donc, moi, je fais juste le relais des questions. Non, moi, je n'ai pas de haine. Je dis simplement que... c'est Yanis Boulek, sur Snapchat. Je dis simplement que le voile, c'est le seul élément religieux de soumission de la femme. Et donc... Alors, entendons-nous bien sur les termes. C'est le voile. C'est quel voile? C'est la... Écoutez, moi je me rappelle de Bourguiba en Tunisie. C'est l'hijab, c'est quoi? Je me rappelle de Bourguiba en Tunisie, où d'ailleurs ce pays, les femmes ont le droit de vote même avant la France. Oui. Et dans tous les pays musulmans, dans les années 70, quand vous regardez, Le Point avait fait un magazine extrêmement intéressant là-dessus. Dans tout le monde arabo-musulman, à Téhéran.